Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser OpenClaw. OpenClaw ou CloudBot ou Molbot, bref, il y a tellement de noms aujourd'hui pour le qualifier. Mais aujourd'hui, on va voir véritablement c'est quoi OpenClaw. On va l'installer et on va le faire dans les règles de l'art. On va faire un point d'honneur sur la sécurité parce que je vois beaucoup de vidéos, tout le monde a fait des vidéos sur OpenClaw. Même si les gens derrière ne savent pas ce que c'est réellement, moi je vais être votre cobaye, je vais vous amener dans OpenClaw. On va voir véritablement qu'est-ce que ça peut faire. Est-ce que tout ce que tout le monde dit, c'est vrai ou alors, une fois de plus, c'est une bulle. Je vois plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos de 10 minutes, 5 minutes, 7 minutes de comment installer OpenClaw sur son PC personnel. Alors, il faut faire extrêmement attention à ce genre de contenu parce que on voit des gens qui n'ont jamais fait une seule ligne de code dans leur vie qui vous montrent comment l'utiliser. Et c'est très risqué parce que pour quelqu'un qui a fait du code, même un simple développeur comme moi à la base, en regardant ce qu'ils font, je peux prendre l'accès total à leur PC, je peux avoir accès à leur API, je peux récupérer leurs tokens. Donc vraiment, c'est très très risqué ce qu'ils font. Je préconise que vous suivez cette vidéo-ci entièrement. Ça va être long, je le sais, peut-être je vais découper la vidéo en plusieurs parties, mais cette première vidéo déjà va vous montrer comment l'installer et on va découvrir véritablement OpenClaw. Et pour vous montrer que je prends la sécurité très au sérieux, j'ai investi sur un Mac mini pour pouvoir justement faire des labs sur la partie OpenClaw, sur la partie IA et automatisation. Si vous êtes occupé, vous pouvez enregistrer la vidéo dans vos favoris ou quelque part et la regarder plus tard. Il faut vraiment prendre le temps de regarder entièrement la vidéo, c'est très important. Et n'hésitez pas à accélérer la vidéo si vous voulez aller rapidement. Je pense qu'on est bon, c'est parti. Avant de continuer, si vous êtes développeur, si vous êtes expert en quoi que ce soit développeur, UX designer, graphiste, monteur vidéo, tout ce qui est lié au digital et que vous souhaitez travailler avec nous, vous pourrez retrouver le lien de recrutement en commentaire. C'est 2-3 informations à remplir et vous serez recontacté par notre équipe de recrutement. Je permets à des entreprises à travers le monde de trouver des freelances ou des experts directement en Afrique et de pouvoir travailler avec eux. Hello, donc là je vous reprends par ici. Tout le monde parle de OpenClaw. Est-ce qu'il y a un site pour OpenClaw? C'est quoi véritablement OpenClaw? Donc là je vais ouvrir le site, le premier lien. Donc OpenClaw, déjà, ce n'est pas une IA. OpenClaw, c'est une sorte de gestionnaire de file d'attente ou encore un orchestrateur de couches au-dessus de l'IA. En gros, il va s'appuyer sur plusieurs IA pour pouvoir travailler. Donc, ce n'est pas une IA. Pour une explication plus simple, vous connaissez des modèles comme ChatGPT, DeepSeek ou Anthropic Claude. Donc, OpenClaw, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'appuyer sur un cerveau. Et le cerveau, c'est les modèles. Et ce qu'il va faire, en gros, c'est de pouvoir appeler ces modèles-là de façon prédictible et avec un certain pattern, une certaine architecture, de telle en sorte que vous pouvez vous reposer et lui, il va continuer de travailler derrière. En gros, de l'automatisation, quoi, vous remplacez. Avant d'aborder cette partie, il y a quelque chose que j'ai envie d'expliquer, vraiment la transition. On est passé des chatbots naturels où on est obligé de prompter, on est obligé de dire à l'IA, on lui pose des questions et il nous répond, on lui dit des choses. Là, dans cette vidéo, on entre véritablement dans le mode agentique. Le mode agentique, c'est vraiment un outil comme OpenClaw qui va vraiment utiliser les différentes IA, communiquer avec les différentes IA. C'est beaucoup de connexions, c'est une architecture vraiment très décente, très propre, où OpenClaw ou l'IA entre guillemets n'attend pas forcément que vous lui donnez des instructions, peut faire des choses justement pendant que vous êtes en train de dormir. Il peut prendre des tâches en main, il peut entreprendre des opérations sans que vous n'ayez explicitement demandé. Là, on parle quand même d'un niveau pas seulement d'intelligence, mais d'automatisation un peu plus que avec les chatbots. Ça veut dire qu'en gros, s'il est autonome, il va falloir faire attention à ce que vous lui envoyez comme données et ce qu'il vous retourne aussi en résultat comme données. Donc, c'est extrêmement important d'avoir un layer ou une couche de sécurité. Parce qu'une fois de plus, c'est juste un orchestrateur qui va utiliser les LLM pour pouvoir travailler. Alors, vous comprenez que pour pouvoir l'utiliser à fond, pour qu'il puisse vraiment nous aider, on va devoir faire des connexions. On peut le connecter à Google Drive, on pourra le connecter à Gmail, etc. Ça implique qu'on va devoir lui passer des mots de passe, des tokens, etc., etc. Et c'est cette partie-là qui devient critique parce que vous devez savoir à quoi vous lui donnez accès et comment est-ce que vous allez limiter pour ne pas lui donner totalement accès. C'est aussi pour ça que c'est important de ne pas l'installer la première fois sur un PC personnel. Et même pour plus tard, un PC personnel, c'est vraiment très déconseillé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que tout le monde est en train de mal l'installer
et mal le configurer parce que quelqu'un comme moi, littéralement, tu me donnes quelques minutes, je peux littéralement prendre le contrôle de la machine de quelqu'un. Parce que OpenClaw, une fois que tu l'installes en fait sur la machine justement et que tu as bien fait les configurations, il prend en main la machine comme si c'était toi au final. Donc, on peut avoir accès à ta machine en passant par OpenClaw. On peut avoir accès à tout ce que tu as sur ton PC. Alors, la première chose dont je vais vous interdire, c'est de l'installer sur votre PC personnel. Parce que vous pouvez regarder cette vidéo et vous vous dites, OK, je suis le tutoriel et je l'installe sur mon PC pour voir comment ça marche. Je l'interdis. En tout cas, vous êtes responsable de ce qui peut vous arriver. Donc, la meilleure solution, c'est de faire quoi? C'est de l'avoir sur quelque chose d'isolé. Isolé, ça peut être un VPS, ça peut être un Mac mini. C'est vrai que le Mac mini aussi, ça dépend aussi des niveaux de sécurité parce que, en fait, en termes de sécurité, rien n'est vraiment très sécure. Peut être bien, mais bien dans le sens où, premièrement, vous n'installez rien de personnel là-dessus, vous créez totalement un nouveau compte Apple, donc ce que j'ai fait par exemple. Le problème avec le Mac mini au niveau de la sécurité, c'est le fait que vous avez un réseau privé à la maison, donc le Wi-Fi de la maison, ce qui peut être aussi dangereux, mais sinon globalement, ça peut aller. Je pense que c'est une bonne solution qui peut gérer si justement vous faites ce côté isolation dont j'étais en train de parler tout à l'heure. Après, l'une des meilleures solutions, c'est un VPS en ligne. C'est avantageux parce que ça coûte moins cher. Vous avez accès à n'importe quel moment. Vous pouvez l'éteindre, vous pouvez l'allumer. Bref, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a quand même un petit volet de sécurité aussi que j'ai découvert récemment avec le côté VPS. C'est parce que vous avez un VPS, à un moment ou à un autre, vous pouvez être enclin à connecter des choses. On parlait tout à l'heure de Drive, de Gmail, etc. Si vous avez un VPS en ligne et que vous n'avez pas de compétences au niveau de comment est-ce que vous sécurisez votre VPS, ça reste encore, bien évidemment, plus dangereux. Il est sur le cloud, donc votre trafic est directement exposé au public Internet. Donc, on peut le hacker. Donc, il va falloir installer d'autres technologies. Vous devriez, par exemple, installer un tunnel VPN. Il faut, par exemple, authentifier l'accès à votre serveur, désactiver tout ce qui est routing, routage. Sur le VPS aussi, il va falloir exclure certaines IP qu'elles puissent avoir accès à votre machine. Il va falloir éviter les attaques par injection de prompt. Quelqu'un pourrait envoyer un prompt qui ne ressemble pas à un prompt à votre serveur dans le sens de pouvoir prendre le contrôle ou lui dire ce qu'il doit lui renvoyer, etc. Il pourrait clairement dire, voilà, télécharge tous les mails, envoie-moi tout ça. Donc, il y a quand même quelque chose à voir à ce niveau. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur les attaques avec le prompt injection. Donc, c'est quand même, ça devient de plus en plus fréquent avec les LLM aussi également. Il va falloir configurer tout ce qui est sandboxing, définir aussi des limites au niveau de l'API pour être sûr que voilà, vous ne dépensez pas beaucoup d'argent au niveau du cloud parce qu'au final, c'est du pay as you go. Donc, tout ça, c'est quand même pas mal de compétences techniques à maîtriser et à mettre en place qui peut être difficile avant même de configurer OpenClaw. Donc, c'est vraiment le best-of, mais il faut savoir comment s'y prendre et bien sécuriser. Et si vous n'avez pas de grosses compétences techniques en matière de sécurité, si vous avez un budget, moi, je vous conseille d'aller vers un Mac mini, surtout que c'est pour une utilisation personnelle et tout. C'est vraiment, c'est carré. Vous achetez un Mac mini, vous le posez, vous créez un nouveau compte iCloud dessus, vous l'isolez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est facile, c'est rapide et vous pouvez démarrer. En Ego, on entre dans la partie intéressante. Donc là, pour l'installer déjà, très simple, je viens là, je vais juste copier cette commande, ok, je le colle tout simplement dans mon terminal et je lance la commande. Donc voilà, je vais l'exécuter en mode sudo, ok. Et là, je tape mon mot de passe système. Et donc là, il va pouvoir installer Homebrew parce que tout à l'heure, il n'avait pas les autorisations pour le faire. Donc là, on peut voir qu'il est en train de vouloir l'installer. Il dit Homebrew is not found. On va voir pourquoi il ne le trouve pas. Là, il installe Node.js via Homebrew. Je pense qu'il a installé Homebrew, donc là, on peut le voir là. Parfait. Donc là, il progresse. Vu que j'ai installé Z2SHRC, qui est quand même assez particulier pour les terminals, je pourrais l'exporter pour le garder dans la source. Ne vous en faites pas, c'est pas très important cette partie. Donc là, il me dit I will understand that this personal by default. Parfait. Donc OpenClaw a été installé. Donc là, on a tout ce qui est warning, règles de sécurité. Donc je vais lui dire yes pour lui dire que je comprends et j'accepte. Là, on a deux modes Quick Start pour une configuration rapide. Moi, je vais prendre le mode manuel. Là, ici, je vais prendre Local Gateway. Donc, je sélectionne ça. Je définis le répertoire Workspace par défaut. Donc, j'accepte ce qu'il me propose. Et on arrive au bon moment où il faut choisir son modèle. Donc là, on a
vraiment plusieurs modèles qu'on peut utiliser. Il y a deux modes d'installation pour le modèle. Soit vous avez déjà un compte, par exemple OpenAI ou Claude.anthropic, etc. Et on va aller créer un token qu'on va venir mettre ici. Donc, il va utiliser notre token par rapport à notre compte. Donc, un compte, par exemple, que vous payez peut-être 20 dollars chaque mois déjà qui existe. La deuxième façon, c'est de l'installer nativement ici. Et donc là, OpenClaw va fonctionner comme s'il créait un nouveau compte et il va consommer des nouveaux tokens. Ça peut être extrêmement coûteux. Donc moi, ce que je recommande vraiment dans cette vidéo, c'est d'avoir un compte Claude. Je suppose que vous l'avez déjà, ou un chat GPT que vous payez mensuellement. Donc l'idée, pour avoir votre clé chat GPT, vous venez sur OpenAI Platform, une fois que vous êtes logué, bien évidemment, et vous pouvez créer la clé, le token par ici. Donc pour Claude, ça va être pareil, on a à peu près le même type d'interface. Donc je vais créer ma clé ici. Donc là, je vais l'appeler YoungDev. Je vais créer ma clé. Bien sûr, je vais la cacher, vous ne pourrez pas la voir. Donc une fois que je l'ai copié ici, je reviens donc sur mon terminal à ce niveau. Donc là, je vais prendre plutôt Anthropic. Et vous voyez, à chaque fois que vous prenez OpenAI ou Anthropic, il y a à chaque fois, il vous demande si vous avez déjà une API key. Donc je vais rentrer, je prends un Anthropic, donc je précise que j'ai déjà une API key. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc coller, ok? Paste API key now. Donc là, il me demande de coller mon API key. Donc là, je vais tout simplement coller ce que j'ai copié. Je fais entrer. Voilà, donc là c'est bon. Alors pour le modèle, on va garder le modèle par défaut, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc keep current. Pour le gateway port, on va caler le même, donc on accepte. Ici sur loopback, sur le gateway authentication, on va prendre le token qui est celui recommandé par défaut. Pour tel skills, on va d'abord le mettre off, on pourra réactiver ça plus tard, donc ça peut sembler bizarre pour certains, mais on va d'abord le laisser off pour l'instant. Pour le gateway token, on va le laisser vide parce que c'est pour plusieurs machines, donc c'est pas important pour l'instant. Là, je passe à configuration du chat. Vous pouvez voir qu'on a plusieurs façons de pouvoir chatter avec lui. Donc, il y a Telegram, WhatsApp, Discord, etc. Vous prenez ce que vous voulez. Moi, je conseille de prendre Telegram parce que c'est le moyen le plus sûr. On va éviter quand même pour l'instant de le connecter à WhatsApp. Je prends Telegram. Déjà, j'accepte la configuration et ensuite, on va prendre Telegram. OK? Donc, là, maintenant, on va devoir donc configurer un bot Telegram. Donc, pour ça, il va falloir qu'on ouvre Telegram. Pour pouvoir créer le bot Telegram, là, il nous donne déjà des indications de ce qu'on va faire. Donc, même si vous ne savez pas créer un bot Telegram, vous pouvez le lire et tout simplement exécuter ce qu'il dit là-bas. Donc, moi, ce que je vais faire, donc, sur Telegram, vous allez rechercher Botfather. Donc, on va suivre tout simplement les indications qu'il a données. Alors, Botfather, c'est un peu l'outil Telegram qui permet de créer tous les bots Telegram. Donc, là, on va lui passer la première commande de création du bot. Donc, là, on va mettre slash new bot. Donc, là, il y a plusieurs commandes qui sont disponibles juste pour info. Donc, ce que nous, on veut faire, c'est créer un nouveau bot. Donc, on va lui envoyer ça. Il dit, all right, un nouveau bot. How are we going to call it? Donc, il veut que je lui donne un nom pour ce bot-là. Donc, je vais mettre YoungDev. Donc, ça, c'est terminé comme ceci. Young DevOps Bot. OK? Donc, il va donc me donner un token que je vais pouvoir utiliser. Bien évidemment, je vais le cacher pour vous. Je copie mon token et je reviens sur mon terminal. Donc, je lui dis OK. Et là, je vais donc coller mon token. Une fois que j'ai collé mon token, donc là on est bon. Là c'est bon, donc tout ce qui est bot API, on peut le configurer plus tard, c'est pas un problème. Mais l'installation est terminée, donc je clique sur Finish. Ok, là maintenant il me dit configurer les DM policy, je dis oui. Ok, et là je vais prendre Pairing, recommandé. Et ensuite, au niveau des skills, est-ce qu'on veut installer des skills? Non, c'est pas important pour le moment. Vous allez voir, c'est vraiment la puissance de OpenClose, les skills, les compétences, communément appelées skills. On verra ça plus tard, on peut l'installer plus tard, c'est pas grave. Donc là, pour l'instant, je mets No. Et ensuite, il me dit Enable Hooks. Donc pour les hooks, je vais dire Skip for now. Donc je ne veux pas encore pour l'instant. Et donc ici, il me dit installer les gateways. Je vais dire Yes. Node recommandé. Donc là, Yes. Là, il va installer. Vous le voyez sûrement pas, mais je viens d'avoir un pop-up qui me demande une autorisation au niveau de mon système. Donc je vais autoriser. How do you want to hatch your bot? Donc pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment à travers le terminal UI. Donc
Je vais accepter ça. LM request rejected, your credit balance is too low to access the entropy. Please go to plan billing to upgrade. Là, il s'est réveillé, mais j'ai une petite erreur qui pourrait vous arriver. Donc, naturellement, c'est au niveau du credit balance. OK? Donc, vu que mon billing n'est pas assez suffisant, donc il me demande d'upgrade. Et pour ça, on va revenir donc sur Claude Anthropic. Donc là, on revient sur billing. Je peux acheter du crédit. Crédit are consumed by usage in the API. Donc là, je viens sur buy. Je peux acheter du crédit pour, allez, pour 5 dollars si je veux. Ok, donc là, c'est bon. J'ai acheté mon crédit de 25 dollars. Ce petit message, je pense qu'il est juste là. Si j'actualise, je crois qu'il va disparaître. Je pense bien. Donc voilà, il a disparu. Donc vous pouvez voir que j'ai 25 dollars de crédit. On va repasser sur le terminal. Là, on est bon, les amis. On l'a installé. Donc, il me demande What's up? Comment je vais? Et je vais répondre en français, c'est aussi possible. Je vais bien. Donc là, j'ai répondu en français. Et là, il me répond en français. Donc, il a été intelligent, il a compris. Content d'entendre cela. Et moi, je suis frais et dispo. T'as besoin de quoi aujourd'hui? Donc, voilà. Streaming Connect, je vais l'écrire directement via l'outil fichier, mais pour l'instant, je n'ai pas accès au système de fichiers. Dès que j'ai accès au système de fichiers, je mets user.md à jour proprement. Tu as quelque chose à faire aujourd'hui, tu explores juste le setup. Alors, on peut lui demander pourquoi tu n'as pas accès au système de fichiers. Comment puis-je te donner accès? Donc là, il faut vraiment discuter avec lui, vraiment naturellement, comme si c'était vraiment un employé. Donc là, l'idée, c'est qu'il puisse me répondre en me donnant bah, une vraie réponse de ce que je devrais faire. Bonne question. Voilà la situation réelle. Je suis disponible ici sont limités par la policy. Message, envoi de message, session list, gestion des sessions, session test, gestion du modèle, pas de read, write, exec, donc pas d'accès fichier. Comment me donner dans ta config OpenClaw, il faut activer les outils fichier shell pour l'agent principal. Quelques pistes. Vérifie ta config OpenClaw config ou regarde tac 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 le local devrait avoir section tool. Ok, donc on revient donc sur le Telegram parce qu'on n'a pas terminé la configuration, les gars. On a ici le Young Dev Bot, donc normalement c'est mon bot. Je vais cliquer donc dessus pour démarrer la première conversation parce que l'idée c'est que au lieu de discuter dans le terminal, que je discute directement depuis mon Telegram. Donc ici j'ai mon Telegram user ID et mon code d'appairage. Ce que je vais faire donc c'est que je vais prendre cette commande qu'il me donne ici, ok, OpenClaw Pairing Approve. C'est une commande qui va me permettre de faire l'appairage entre Telegram et OpenClaw. Donc, je vais copier la commande. Je reviens donc sur mon terminal et je vais coller la commande ici directement. Je fais donc entrer et voilà, donc c'est approuvé, on peut le voir ici. J'ai quelques petits warnings, c'est pas très important, je pourrais les corriger plus tard. Le plus important est fait, ça a été approuvé. Si je reviens sur Telegram, je pourrais donc discuter. Alors, ça a l'air de fonctionner, mais avant qu'on le teste, mon conseil, ce serait justement de supprimer ce message-ci, juste au cas où ça tombe dans de mauvaises mains. Donc, l'idée, c'est vraiment de supprimer. Vu que c'est le fader bot, donc c'est mieux de supprimer en tout cas pour que personne n'y ait accès. Ensuite, je peux revenir sur mon bot. On va tester. Je vais lui dire salut pour voir s'il me répond. Parfait. Et ça fonctionne, les gars. C'est magnifique. Donc, salut Don, je viens juste de me réveiller. Premier démarrage, workspace tout frais. Je suis encore en train de figurer out qui je suis exactement. Tu as une idée de comment tu voudrais m'appeler et quel genre de créature tu veux que je sois, assistant IA classique ou quelque chose de plus original. J'ai mon Telegram qui l'utilise, c'est sécurisé, je peux littéralement continuer à travailler juste avec Telegram. Ok les amis, maintenant qu'on a tout installé et que je sais que vous pouvez déjà l'installer vous-même de votre côté, on va parler un petit peu plus sur la sécurité. Tout à l'heure, j'ai évoqué certaines solutions qu'il fallait mettre en place en fonction de si on installait OpenClaw sur
un Mac mini ou son PC personnel. Ça peut être un Mac mini, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un ancien PC ou un Chromebook que vous avez à la maison que vous n'utilisez plus. Bref, peu importe. Que ce soit ce PC personnel, que ce soit un VPS sur le cloud, bref, peu importe la solution que vous allez utiliser au final, j'ai recensé ici 10 problèmes qui reviennent le plus depuis que OpenClaw est sorti. Donc, les 10 problèmes en question sont les problèmes que les gens ont rencontrés le plus et c'est ce sur quoi vous devez vraiment focus, mettre votre attention et maximiser au niveau de la sécurité pour éviter tout type de faille qui pourrait advenir de votre côté. Donc, vous êtes responsable de votre sécurité. Moi, je vous guide juste. Donc, le premier problème, c'est tout ce qui est SSH, VPS, brute force. Donc, si vous n'utilisez pas justement un VPS, là, vous n'avez pas de problème. Donc, c'est l'un des gros problèmes, comme j'expliquais tantôt au départ. On a tout ce qui est exposition du contrôle gateway, donc à travers Internet. Une fois de plus, si vous êtes sur un VPS, ça peut être problématique aussi. Si vous ouvrez justement le VPS au public, donc sur Internet, vous pouvez l'activer sans le savoir. Donc, c'est très, très important de vraiment filtrer. Et on reviendra là-dessus par la suite. Il y a aussi toute la partie Discord, Telegram, Allo List. Donc, ça veut dire qui sont ceux qui sont en mesure de pouvoir échanger, par exemple, avec votre bot. Supposons, par exemple, sur Telegram, je rajoute mon bot dans un groupe où il y a plusieurs personnes. Les gens peuvent envoyer des prompts à mon bot, donc les gens peuvent écrire à mon bot. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Et du coup, ça revient un peu à la problématique que je vous ai présentée tout à l'heure. Je vais revenir juste sur l'écran. Voilà. Donc, ce problème-ci que vous avez, c'est un warning lié justement à Telegram, une sorte de halo list. C'est-à-dire que si je suis dans des groupes, quels sont les groupes que j'ajoute à ma liste blanche OpenClaw pour lui dire, OK, si mon bot est ajouté dans un groupe et qu'il reçoit des messages de ce groupe-là, il devrait considérer. Parce que pour l'instant, par défaut, il ne considère pas de messages qui arrivent à mon bot venant d'un groupe. Donc ça veut dire que si j'ajoute mon bot à un groupe actuellement et que les gens envoient des messages, il va tout simplement ignorer ces messages. C'est le comportement par défaut, c'est ce que l'on souhaite. Mais si vous changez, il va falloir spécifier dans une liste blanche. Et ça, c'est très, 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 très important, les amis. C'est hyper important. J'agrandis juste pour vous faire lire. Donc, vous comprenez donc bien évidemment que c'est un rapport avec ce point numéro 3. C'est vraiment le troisième point, troisième faille de sécurité. Donc, quatrième faille de sécurité, c'est tout ce qui est browser section hijacking. Donc, tout ce qui est hijacking, il va falloir faire attention, séparer vraiment les profils, etc. Donc, c'est très, très, très important aussi. Donc, tout ce qui est password manager extraction, donc extraction de mots de passe, jamais connecter son mot de passe. C'est pour ça que je prends un Mac mini, je l'isole de mon PC personnel et je crée un nouveau compte iCloud. Jamais de la vie, je connecte mon compte iCloud personnel sur ce Mac mini parce que tout simplement, vous savez que Apple a le système de password manager, que ce soit par mon compte iCloud ou d'autres comptes que je pourrais avoir. Donc, jamais de la vie, vous faites ça parce que c'est un gros problème de sécurité. Donc, sixième problème, je crois qu'on est au numéro 6, non? Ouais, sixième problème, Slack token theft. Si vous le connectez par exemple à Slack ou bref, n'importe quel outil, vous pouvez perdre le token. Le token peut être lu à travers un monitoring ou quoi que ce soit. Bref, donc faites attention à ça, à comment vous gérez les tokens lorsque vous allez commencer à connecter d'autres applications, etc. Donc, le fait de ne pas avoir de sandbox et d'être directement en root access. Ça aussi, c'est un gros problème parce que justement, supposons que quelqu'un envoie un prompt et directement OpenClaw va interagir puisqu'il a les accès en route, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Généralement, lorsque vous êtes sur un PC, pour augmenter le niveau de sécurité, vous pouvez, au lieu de l'installer directement sur le PC, vous pouvez créer encore une VM, utiliser un outil comme VirtualBox, donc créer une machine virtuelle dans votre machine avant d'installer OpenClaw. Donc là, ça augmente quand même un niveau de sécurité assez important et ça permet à ce que OpenClaw n'ait pas un niveau d'accès root. Donc ce que je suis en train de faire, c'est à titre démonstratif. Bien évidemment, si vous êtes à la maison et que vous l'utilisez seul, on va voir comment setup tout ce qui est firewall et tout ce qui est blocage, etc. Mais normalement, ça devrait aller. Mais si vous ne pouvez pas, par exemple, acheter les outils ou setup, ce que je vais faire tout à l'heure, télécharger VirtualBox
installer une VM Linux et installer OpenClaw dans cette VM Linux. Donc ça, c'est une option. Vous pouvez faire pareillement sur Mac, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Huitième problème, c'est tout ce qui est prompt injection. C'est ce que j'expliquais tantôt au début. C'est-à-dire que les gens vont utiliser en fait votre bot pour pouvoir écrire des messages afin de prendre le contrôle sur votre machine. Donc de base, le prompt arrive comme un prompt normal. Donc l'IA ne va pas comprendre, mais voilà, c'est assez malin. Je crois que j'avais fait une vidéo dessus une fois de plus. Essayez de regarder sur la chaîne. Donc, neuvième problème, c'est tout ce qui est skills. Les skills, c'est vraiment le gros problème. Là, on est encore au début de tout ça, de OpenClaw, de voilà, des bots, etc. On va dire que voilà, avant ça existait, mais on est vraiment au début de tout ça. Donc, vu qu'on est encore au début, il y a de plus en plus de compétences qui se créent par la communauté. Donc, les gens créent des skills. Plus on va installer des skills, plus on va s'exposer à des failles de sécurité. Parce qu'il est possible d'installer un skills qui est infecté. Lorsque vous allez installer un skills, bah, le créateur, c'est quelqu'un de lambda qui est dans la nature, qui a créé le skills. Donc, voilà, il va falloir faire très 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 attention à cela, auditer les skills, les compétences avant de les installer. Ça aussi, c'est un gros problème, voire installer les skills qui sont vraiment certifiés, légit, bref, on verra ça plus tard. Donc le dernier point, le 10e point, c'est tout simplement de revenir et de traiter tous ces 9 premiers points que je vous ai expliqués. Ce qu'on va faire pour terminer la sécurisation de notre Mac, on va aller sur les paramètres système ici et on va chercher réseau. Donc network si vous êtes en anglais. Donc là, je viens sur réseau et vous allez voir coupe-feu. Coupe-feu, en fait, c'est les pare-feux, c'est les firewalls. Donc on va venir là à ce niveau et vous voyez que c'est désactivé. Donc on va activer les pare-feux. Donc ça, c'est le truc de base à faire. Ok, donc là, j'ai activé mes pare-feux. Ça, c'est bon. Je peux venir ici au niveau des options et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne les pare-feux sur Mac. Donc là, vous avez, sur cette première section, je peux bloquer toutes les connexions entrantes. Ok? Donc si je fais ça, par exemple, rien n'entre plus sur le Mac. Donc tout est bloqué. Ça, c'est le dernier niveau de sécurité. Mais ça peut être aussi également problématique si vous allez faire des choses comme un accès en remote, un partage d'écran, voilà, des fonctionnalités comme ça peut être compliqué. Par exemple, un échange de fichiers, etc. Ça peut être compliqué. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de le désactiver et de plutôt ajouter des services ici qu'on veut bloquer ou modifier les politiques de sécurité à ce niveau. Donc là, par exemple, on a le Python 3D, on a Remote. Donc Remote ici, là, c'est par exemple de dire je désactive tous les accès à distance. Ça veut dire que si je suis à distance, je ne peux plus accéder à ce PC. Je ne peux plus accéder à mon Mac mini. Donc là, c'est vraiment totalement mort. On verra par la suite comment faire ces accès-là. Mais en gros, en bloquant ici, j'assure déjà un gros volet de sécurité. C'est-à-dire que personne ne peut se connecter à distance à ce Mac mini. Donc, si je viens sur Sharing Day par exemple, c'est tout ce qui est partage d'écran. Donc ça, je peux laisser par exemple, ou si je veux, je peux encore une fois les plus bloquer. Donc, je peux bloquer. Si vous n'avez pas suffisamment de services à bloquer, vous pouvez venir ici et ajouter. Par exemple, je peux ajouter le navigateur, je peux ajouter une application. Bref, peu importe ce que je vais ajouter, je peux le rajouter. Et ensuite, je vais définir en fait, soit je bloque les connexions entrantes, soit je les autorise. Ensuite, pour terminer, on a autorisé automatiquement les logiciels intégrés à recevoir les connexions distantes. Ça, c'est vraiment tout ce qui est certifié, tout ce qui vient par défaut sur le Mac. Donc, tout ce qui est logiciel installé, certifié, reconnu déjà par iOS. Enfin, je dis iOS, mais MacBook, c'est quoi? Tout ce qui est certifié, reconnu déjà par le système Apple. Donc là, c'est parfait. On a besoin de les autoriser parce que voilà, il a besoin d'aller prendre des trucs, etc., etc. Donc, autoriser automatiquement le logiciel signé, télécharger à recevoir des connexions entrantes. Là, il n'y a pas de problème de sécurité parce que c'est le système naturellement. Donc, ne pas répondre aux tentatives d'accès à cet ordinateur depuis les réseaux, applications de tests ICMP tels que les pings. Donc ça, je peux activer ce mode-là pour que à distance, personne ne puisse pinguer ma machine ni envoyer des requêtes ICMP ou le Mac mini, que ce soit à travers ICMP ou quoi que ce soit. Donc bref, j'active ça et je fais OK. Donc de base, ça c'est déjà un gros volet de sécurité que je viens d'activer. Donc beaucoup de personnes ne le font pas sur Mac ou n'ont même pas connaissance qu'il y a des pare-feux sur Mac. C'est quand même incroyable. Donc une fois que j'ai fait ça, la prochaine étape
pour nous, ça sera de télécharger un logiciel qui va nous donner plus de possibilités. Avant de finir, je voulais juste terminer. Si ici vous ne comprenez pas ce que ces services-là font, par exemple le SMBD, vous pouvez tout simplement requêter sur ChatGPT ce que ça veut dire chacun de ces services et ensuite voir ce que vous allez faire, autoriser ou ne pas autoriser. Une fois que j'ai dit ça, on va regarder d'autres logiciels encore plus poussés pour augmenter le niveau de sécurité encore plus et ça va être beaucoup plus intéressant. Désolé pour la tautologie. L'un des logiciels que je vais recommander fortement, c'est vraiment Little Snitch. C'est un logiciel excellent en matière de tout ce qui est firewall, tracing, vérification, contrôle des paquets, utilisation, qu'est-ce qui est entré sur la machine. Ça va vous servir même de monitoring, même pour audit, au cas où il y a un problème. C'est vraiment super sur Mac. Et là, lorsque vous allez faire des requêtes avec Internet, lorsque vous utilisez un site web et tout, vous allez voir les routeurs par lesquels votre requête passe, etc. Donc, c'est vraiment ultra, ultra efficace. Vous pouvez autoriser au niveau des applications, au niveau des sites. Il y a plein de choses qui sont configurables en temps réel et tout, et tout, et tout. Donc, c'est vraiment ultra efficace. Moi, je le conseille grandement. Sauf que le problème avec ce logiciel, c'est qu'il est payant. Donc, pour chaque PC que j'ai, si je veux l'utiliser, je suis obligé de prendre une nouvelle licence. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre une nouvelle licence, mais je vous le conseille très fortement. Vous pouvez avoir une sorte de block list où vous autorisez certaines IP qui peuvent faire de la connexion en remote et vous bloquez le reste des IP. Donc ça, c'est efficace si, malgré tout, je veux quand même accéder à mon PC à distance. Donc il y a plein de choses qui sont configurables avec ça. Et en plus de cela, si vous essayez d'acheter, il y a quand même 30 jours d'essai. Si vous essayez d'acheter, vous avez directement Little Snitch, Micro Snitch et Single Licence, les trois à un très très bon prix. Voilà, j'ai pas été sponsorisé par eux. La vidéo n'est pas sponsorisée par eux, mais je trouve que c'est un bon produit, donc je vous le conseille. Alors, si vous n'avez pas d'argent pour payer une licence, vous pouvez toujours télécharger Lulu. Lulu, c'est vraiment open source. C'est un très très vieux logiciel de gestion de tout ce qui est firewall autorisation sur Mac qui est connu pratiquement par tout le monde. Donc, c'est un outil qui existe depuis très longtemps. Je pense qu'ils sont déjà à une bonne version 4.2. Ça aussi, c'est pas mal, mais ça, c'est vraiment open source, c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger. Ça aussi, ça marche très bien. Ok, après l'installation de Little Snitch, les amis, ce qu'on va faire ici, donc, ça va être, là, on a une boîte qui nous demande, en fait, de protéger notre réseau et de définir qu'est-ce qu'on veut comme connexion entrante. Et là, je vais prendre tout le réseau local. Donc, une fois que ça c'est fait, on a donc Little Snitch ici avec tout ce qui est règles de firewall, donc règles de sécurité. Donc, on a tout ce qui est actif ici. Ok, donc là par exemple, on voit qu'il y a les règles ICMP qui sont activées, donc on peut décider de désactiver par exemple ou d'activer. Voilà, donc c'est ici que vous allez majoritairement travailler. Donc ça c'est dans l'ordre de tout ce qui est macOS. Donc là on a tout ce qui est iCloud Service, macOS Service. Donc on va laisser généralement tout ceci comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ici on allow uniquement ce qui est du réseau local. Donc, allow any connection, allow any macOS process. Donc là, on est bon. DNS, tout est bon. Ici, on a les règles de ce qu'on refuse. Donc là, par exemple, je peux ajouter là une règle. Je peux, par exemple, mettre un allow deny ou un ask. Je vais, par exemple, choisir est-ce que c'est pour les requêtes sortantes ou les requêtes entrantes. Donc, si je mets, par exemple, requête entrante, je peux prendre uniquement tout ce qui est sur mon local network ici. Et je vais donc décider de allow ou de deny, ou bien je vais deny euh, tous les autres types de serveurs que je connais pas, par exemple. Donc n'importe quel process, ici je peux prendre any process, macOS process. Donc l'idée c'est tout ce qui est simulateur, tout ce qui est process simulateur, donc je vais refuser toutes les requêtes entrantes, par exemple ici, et donc là je vais créer une règle de sécurité. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Donc là on peut voir les changements récents à ce niveau, si vous voulez vous repérer. Ici, j'ai tout ce qui est iCloud Service. Donc là, il n'y a pas de souci, il faut les laisser, sinon ça va impacter le PC au niveau de tout ce qui est iCloud, la synchronisation. C'est ce que j'expliquais aussi tout à l'heure. Donc, on peut ajouter une block list. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'intérêt d'avoir ce logiciel. Donc, on peut par exemple, tout ce qui est add, etc. Donc, on peut ajouter
Il y a vraiment pas mal de... Donc, on va déjà prendre tout ce qui est malware, donc firewall, donc pour ajouter à notre bloc list. Donc là, je vais taper. Donc ça, c'est une première bloc list pour tout ce qui est firewall, tout ce qui est advertising, donc ça va être de la publicité, etc. Donc là aussi, on peut ajouter à notre bloc list. Et bien évidemment, à chaque fois, il y a une liste en fait qui est déjà en place, donc avec ce qu'on choisit. Mais vous pouvez aussi également ajouter de nouveaux. Mais on peut également ajouter de nouveaux. Donc là, par exemple, là, vous voyez qu'il va refuser toutes les requêtes qui viennent de ces sites-là. Donc, c'est un peu une sorte de grosse base de données, de, voilà, de répertoire de tout ce qui va être hash. Pareil, si je viens ici au niveau des malwares, donc vous pouvez voir qu'il y a une liste, en fait, de tout ce qui a déjà été recensé en termes de malware. Donc, ma blog list, je peux aussi également la mettre à jour. Donc, ça, c'est la blog list qui concerne tout ce qui est ad tracking. Donc, ça va vraiment nous aider à recenser tous les sites qui font du tracking ads. Donc, c'est comme une grosse base de données en fait. Donc, ils ont déjà toute cette base de données là et on va les bloquer. Et là, si je viens ici sur toutes mes block lists, vous pouvez voir que j'ai déjà ajouté deux grandes block lists. Si je viens sur All and Try, donc là, j'aurai un mélange un peu des deux. Donc, je vais revenir encore ici. Je peux resélectionner qu'est-ce que je souhaite encore bloquer. Donc, par exemple, il y a aussi cette base-là, malware os. En fonction de ce que vous faites, vous allez essayer de trouver la base qui vous parle le plus ou bien la base qui correspond le plus aux attaques, à ce que vous pouvez être en train de faire. Donc, c'est assez intéressant. Donc, l'idée pour moi, c'est vraiment de bloquer tout ça. Je peux prendre aussi tout ce qui est malware. C'est vraiment ce qui, moi, m'intéresse. Ça, ceci, une autre base. Je vais encore regarder notre block list. Euh, Coin, Kadost. Kadost, c'est pas mal. Anti-malware tracking, advertising, explicit, gambling, advertising, crypto malware, crypto malware. Crypto aussi, c'est bien. Donc là, c'est bon. Je vais ajouter crypto malware pour terminer. Crypto malware, ok. Et là, on est tout bon. On est pratiquement tout bon. Donc voilà. Donc voilà, j'ai ajouté ça. C'était vraiment la partie Little Snitch. Donc comment on peut configurer les règles assez rapidement. Évidemment, il y a plein de choses à dire là-dessus. Donc vous faites vos petites recherches pour pouvoir compléter ce qu'on vient de faire là. Et je vais donc passer au Little Snitch Monitor. Là, on passe vraiment sur le GOAT des GOAT, le Little Snitch Monitor. C'est vraiment lui qui va nous permettre de traquer un certain nombre de choses entre tout ce qui va être donné au niveau d'utilisation Internet, donc les mégas sortants, tout ce qui est upload et tout ce qui est download. Ici, on a à peu près tous les top process qui sont en cours actuellement. On a bien évidemment tout ce qui va être requête ou connexion bloquée, ce qui n'est pas confirmé, les inconnus. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a sur la gauche les applications et les différents sites et les différentes connexions ou requêtes qu'elles sont en train d'effectuer en temps réel. Donc là, si je prends par exemple Olama, j'essaie de l'ouvrir. Donc on peut voir que on a plusieurs opérations qui sont en cours, notamment le site GitHub Consent, on a olama.com, on a GitHub. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va en temps réel nous mettre en fait une carte qui va permettre de localiser directement où est situé le serveur que j'essaye d'atteindre. Donc ça peut être par exemple intéressant. Et avec cet outil de monitoring en temps réel, si je sens qu'il y a un problème et que je vais arrêter une connexion, je peux tout simplement venir là, vous voyez, et là, je vais stopper directement. Mais bon, ça ne m'intéresse pas ça. Je peux par exemple, celui-ci, je peux par exemple autoriser, vous voyez. Donc, comme je peux effectivement aussi refuser. Donc, ça, c'est ce qui est top avec ça. Au niveau des mails, pareillement. Donc, ça, c'est vraiment un outil assez intéressant. Je peux le réduire, je peux ouvrir la carte. Je peux aussi fermer l'autre côté. Donc, c'est vraiment assez modulable. Quand on peut voir tout ce que l'on veut à ce niveau aussi, que ce soit la signature, les détails de la collection. Je ne vais pas vous montrer tout ça parce que ça sera quand même assez, pas assez sécurisé pour moi, bien évidemment. Donc ici, on a les paramètres. On peut afficher tout ce qui est local network. On peut afficher les connexions à d'autres utilisateurs. Donc en gros, voilà les amis, de façon très basique, qu'est-ce que ces outils peuvent nous permettre de faire? Bien évidemment, avec Lulu, ça peut suffire. Bon, très bien. Donc là, maintenant, on va essayer de travailler sur la sécurité. L'une des choses que je veux faire, c'est que je veux pouvoir
accéder à mon Mac mini, même si je suis à l'extérieur, que ce soit à travers mon téléphone ou à travers mon PC. C'est vrai que tout à l'heure, je vous ai montré qu'il fallait désactiver tout ce qui est réseau local. Donc, ça veut dire que si je suis à l'extérieur, je ne pourrais pas entrer. Donc, on va voir comment désactiver ça. Mais pour l'instant, vu que je suis en réseau local, donc là, par exemple, ici, j'ai mon téléphone et je veux pouvoir accéder à mon Mac mini. Pour pouvoir faire ça, supposons que je suis à l'extérieur, donc je vais envoyer un trafic qui va naviguer à travers Internet et qui va se connecter à mon Mac mini. Donc, ce qui n'est pas tout à fait sécurisé. Donc, comment est-ce qu'on va sécuriser cela? Comme je vous ai dit tout au début, l'idée, c'est d'avoir un VPN. Donc, on va mettre une sorte de tunnel qui va protéger la connexion entre mon device à l'extérieur et le Mac mini ou mon serveur ou mon VPS, peu importe où est-ce que vous installez OpenCloud. Donc, il faut mettre un tunnel qui va pouvoir protéger. Donc, un tunnel qui va pouvoir protéger ici, c'est ce qu'on va appeler un VPN. Pour ne pas entrer dans des configurations assez compliquées, on a donc des outils comme Telescale qui vont nous permettre de le faire. Donc, moi, je vous conseille donc de l'utiliser. C'est extrêmement facile. Donc, le principe, c'est de créer un compte Telescale qu'on va installer sur toutes les applications, sur nos différents périphériques. Donc, que ce soit mon Mac mini, mon téléphone, ou bien mon MacBook, ou bien mon iPad, bref, peu importe. Je vais installer Telescale sur chacun des périphériques et je vais connecter exactement le même compte. Comme ça, je pourrais donc me connecter à chacun des périphériques sous un tunnel ou une connexion sécurisée. Donc, la première chose que vous allez faire, donc venir ici, c'est de créer un compte. C'est totalement gratuit. Donc, on va s'assurer de créer toujours avec le même compte. Donc, il me demande pourquoi je le crée. Donc, AI Infrastructure Access, ça devient de plus en plus populaire. Donc, ingénieur. Alors, c'est pas très important. On peut mettre Odeur. On peut mettre Cloudflare, on peut mettre OpenVPN. Bref, vous mettez ce que vous voulez. Je peux mettre quoi de plus? Je peux mettre même NordVPN, donc comme vous voulez. Euh, Comment est-ce que vous avez entendu parler de nous? Donc là, je peux mettre YouTube. Bref, je mets ce que je veux. Donc là, on aura la commande d'installation. Vu qu'on est sur macOS, je vais tout simplement copier donc cette commande-ci, ok, qui va me permettre de venir là et je vais pouvoir télécharger donc la version macOS, ou encore si on veut bien faire les choses et que les mises à jour puissent se faire automatiquement. Donc là, vous installe Tailscale. Donc là, il va ajouter directement un Tailscale. Donc je pense qu'il va nous prendre la dernière version, donc 19.14.2. C'est exactement la même version que je suis en train de télécharger de l'autre côté en ligne. Donc je peux naturellement, voilà, annuler mon téléchargement vu que je l'ai installé déjà par ligne de commande. Donc la prochaine étape, donc, c'est d'ouvrir l'application Tailscale. L'autre option pour Mac, parce qu'on a plein d'options possibles, c'est de venir au niveau de l'App Store, bien évidemment. Donc je vous montre ça. Donc ici, j'ai Tailscale, donc je peux tout simplement faire un get ici. L'idée, c'est que j'ai la partie UI qui va me permettre justement de pouvoir l'utiliser sur mon système. Donc là, je vais fermer. Vous pouvez voir que là, il détecte qu'il y a MacBook Pro d'aujourd'hui. Donc, il détecte mon MacBook sur le réseau local, qui est mon autre réseau, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc télécharger Tailscale sur mon téléphone aussi. Donc, je vais dans l'App Store, bien évidemment, et je télécharge Tailscale. Je me connecte bien évidemment au même compte que celui que j'ai utilisé pour créer mon compte Tailscale. Donc là, vous allez voir que comme je viens de l'installer, j'ai déjà deux périphériques. Donc j'ai bien l'iPhone qui est là et j'ai le MacBook qui est là. Donc j'ai le MacBook qui est là, j'ai l'iPhone qui est là. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la même chose sur mon... je vais donc faire la même chose sur mon Mac mini. Donc pour ce faire-là, vous pouvez voir que j'ai bien tel ce qu'il a. Je crois qu'il a du mal à se lancer. Donc je viens ici, je vais donc activer comme ceci. Je viens sur Settings, je vais faire Login. Et donc là, regardez, donc là, je viens et je me log justement encore une fois de plus avec le même compte. Et c'est bon, c'est parti, je suis connecté. Donc là, je vais revenir à ce niveau pour vous montrer. Donc là, si je viens sur Tailscale, vous pouvez voir donc que j'ai mon compte ici. Et j'ai donc mes différents périphériques qui sont connectés. Donc j'en ai trois là déjà. Alors j'en ai deux. Il a détecté, si je viens là, j'en ai deux. Voilà, normalement j'en ai deux. Voilà, donc chaque périphérique va toujours montrer les deux autres devices. Donc c'est toujours le même principe. Donc là, il va me montrer l'iPhone et le MacBook.
Donc si je viens, donc là sur le téléphone, il va me montrer le Mac mini qu'on a ici, l'iPhone bien évidemment et le MacBook. Setting. Donc là, j'ouvre les paramètres de T-Scale et donc là du coup, launch. Donc pour le lancer directement au démarrage, VPN on demande. Donc là, je vais activer comme ça. Il peut se connecter par Wi-Fi ou par Ethernet à chaque fois automatiquement. Donc c'est très très important. Et Magic DNS, et là aussi, je vais activer le Magic DNS. Donc une fois que j'ai fait ça, c'est bon. Je peux avoir donc ma connexion sécurisée entre mes différents devices. Donc pour vous montrer ça, je viens donc ici. Alors vu que j'ai pas payé, je n'ai pas l'Exit Note. Si vous ne payez pas, vous n'aurez pas l'Exit Note. Mais en gros, c'est une fonctionnalité qui est super efficace. Le Exit Note, ça permet, lorsque je vais par exemple faire des actions, je me connecte à mon Mac, même si mon Mac est à la maison. Et du coup, tout ce que je vais faire, même le terminal, tout ce que je vais envoyer comme requête, ça sera comme si je l'envoyais depuis mon Mac en fait. Donc ça ne portera pas euh, l'émetteur de mes requêtes, ça ne sera pas mon MacBook sur moi, mais ce sera plutôt le Mac mini ou bien le VPS, donc en fonction de ce que vous avez installé. Donc, c'est une fonctionnalité qui est très 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 intéressante, mais je pense que comme je n'ai pas payé, je ne pourrais pas l'avoir donc ici. L'idée avec Telescale, c'est vraiment de pouvoir se connecter à mon PC, à mon Mac mini, depuis mon MacBook ou mon téléphone. Donc, ce que je vais faire une fois après l'avoir installé, c'est de configurer aussi également avec OpenClaw. Donc, je vais mettre là, OpenClaw, et donc on va faire config set gateway.tailscale.mode, et là on va mettre on. Donc si je tape entrée, ok, je pense que j'ai fait une erreur ici, c'est tailscale, il n'y a pas de E. Donc là on va relancer encore une fois de plus. Alors là, il me dit que l'option on n'existe pas. Donc j'ai off, serve et funnel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre serve. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Ok, parfait. Donc ce que je fais ensuite, c'est que je vais stopper tel qu'il le demande. Et ensuite, je vais redémarrer le gateway. Très bien. Donc là, maintenant, je vais sur le MacBook et je vais pouvoir tester ça. Donc là, ici, il n'a pas redémarré. Donc là, j'ai fait Stitchers pour voir ce qui se passe. Et je me rends compte qu'il y a un problème. Donc je vais réinstaller normalement avec OpenClaw Gateway install. Et ensuite OpenClaw Gateway start. Donc là, normalement, c'est restarté. Donc si je fais OpenClaw Gateway Stitches, on devrait voir que tout est bon. Ok, il est bien actif. Tel qu'il met tous mes périphériques dans une sorte de réseau local, donc tous mes périphériques sont accessibles, même si je suis effectivement à distance. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est d'aller sur mon MacBook et je vais tenter de me connecter au Mac mini et d'utiliser OpenClaw. On se revoit tout à l'heure sur l'autre PC. Ok les gars, donc là je suis sur le MacBook. Et donc là, du coup, on va tenter de se connecter, bien évidemment, à OpenClaw. Donc pour ça, j'aurais besoin de l'adresse IP du Mac mini. Donc là, je vais venir ici. Je viens donc sur le Mac mini qui est juste là. Et je vais copier l'adresse IP. Donc là, je vais faire SSH. Donc vous voyez que là, effectivement, je peux me connecter. Donc, je vais faire l'appairage entre les deux machines. Donc là, je vais devoir mettre mon mot de passe. Et donc là, je suis bien connecté. Donc, si je fais Who am I? Donc là, il me montre que je suis plutôt sur l'autre PC. Donc ça, c'est super. Je suis sur le Mac mini. Donc là, je peux faire OpenClaw, par exemple. Vous voyez qu'il charge même déjà les commandes. Donc, il reconnaît effectivement. Donc là, si je fais OpenClaw TUI, je peux donc bien évidemment travailler comme si j'étais sur le Mac mini. Donc ça, c'est efficace. Ça, c'est très, très, très super. Ça va être efficace pour moi parce que même si je suis sorti, même si je ne suis pas à la maison, je peux accéder quand même à mon Mac mini. Et ça résout le problème que je vois beaucoup de gens sur Internet dire
en disant non, c'est pas important d'avoir un Mac mini parce que quand c'est à la maison, vous ne pourriez pas avoir accès. Ça, c'est beaucoup plus pour des débutants qui savent pas que justement on peut faire du SSH. En gros, même si on a un Mac mini, c'est comme un serveur qu'on a à la maison, quoi. Donc, tant qu'il est connecté à Internet, tout est possible. Skill joue bien son rôle. Il me crée vraiment une connexion sécurisée entre mes différents périphériques. Donc, si vous regardez ici, je suis vraiment sur une connexion sécurisée, sur un tunnel entre mes différents périphériques, donc une sorte de VPN, et je peux donc travailler. Ok les amis, donc là on va évoluer avec notre tutoriel. Je vous ai montré toute la partie terminale, taper les commandes, synchroniser, se connecter, MacBook, etc., etc. Là je vous avoue, c'est un peu fatigant, je peux vous comprendre. Si vous avez dépassé cette partie, je vous dis donc bienvenue dans la partie la plus fun de OpenClaw. Donc ce qu'on va faire, que je vous annonce là maintenant, c'est que OpenClaw a un dashboard qui peut nous permettre d'aller rapidement sans pour autant maîtriser les lignes de commande. Parce que effectivement, vous vous doutez bien que les lignes de commande, ça prend du temps, il faut les maîtriser, il faut avoir l'habitude un petit peu. Le terminal, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire OpenClaw dashboard. Et l'idée, c'est qu'il puisse directement ouvrir le dashboard lui-même. Donc là, il a ouvert notre dashboard. Alors là, on peut voir qu'il est sur le port 187.89, donc ça c'est bien. C'est le port par défaut généralement. Ça veut dire que si vous ne voulez pas passer par le terminal, vous pouvez tout simplement venir ici à chaque fois taper 127.0.0.1 187.89 comme port et ça va nous amener sur ce dashboard. Alors ce dashboard, comme je vous le disais tout à l'heure, il est ultra important parce que si on veut faire des choses rapides sans pour autant venir sur la ligne de commande, ça peut être efficace. Donc là, je vais changer le thème en dark pour que ce soit un peu plus simple. Allez, je crois que la fenêtre n'était pas focus. Donc, ok. Donc là, ici, j'ai tout ce qui est chat. Donc, vous pouvez voir, j'ai fait déjà quelques échanges. Donc, ça, c'est la partie chat. On peut effectivement échanger directement ici. Ça va me donner des statistiques rapidement sur le serveur OpenClaw, la langue utilisée, etc. Donc, ici, j'ai mes chaînes. Ici, j'ai mes sessions, les instances, tout ce qui est cron, job. Donc, tout ce qui tourne comme cron job. Tout ce qui est agent ici. Lorsqu'on va vouloir créer des agents, on va vouloir créer des agents, des employés, etc. Donc ici, on a les compétences, ce qui est encore communément appelé skills. Donc si je le refresh, voilà. Donc on a beaucoup de skills qu'on pourra ajouter avec le temps. Donc on va voir dans quelques secondes comment faire, comment utiliser, etc. Donc on a les nodes, bref, tout est là, tout est ici. Et en plus de tout ça, on a la partie documentation si ça vous intéresse, bien évidemment. Je reviens aux skills, juste pour vous expliquer c'est quoi les skills. Les skills, en fait, c'est des compétences qui sont réutilisables. C'est-à-dire que c'est des compétences qui existent déjà, qui ont déjà été créées, que vous pouvez réutiliser. Par exemple, là, on a les skills pour Apple Note. On a des skills qui savent utiliser, par exemple, GitHub, qui est très populaire. On a un skills ici, une compétence pour Discord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des compétences. Lorsque vous les donnez à OpenClaw, directement, c'est comme si vous lui donnez les capacités de pouvoir utiliser Discord. OK? Et c'est vraiment ça la puissance. C'est la puissance de dire, OK, aujourd'hui, on peut remplacer quelqu'un par une IA parce que on va pouvoir lui donner des compétences qui sont développées ou qui sont créées par d'autres personnes. Et c'est là où moi, je trouve que c'est magnifique. Donc là, par exemple, on a un skills sur GitHub que je disais tout à l'heure. On a des skills de comment utiliser des modèles. On a un skills pour Nano Banana. On a plein de skills qui viennent par défaut. Maintenant, pour installer les skills, vous pouvez aussi bien passer par le chat, tout simplement, ou par Telegram, lui dire, bah, écoute, installe-moi tel skills. Donc, comme par exemple, là, j'étais en train de lui dire d'installer un skills. Je crois que je discutais avec lui sur Telegram. Il a envoyé le voice par Telegram et il m'a dit qu'il ne peut pas encore écouter des voice. Du coup, je lui ai dit, installe une sorte de... installe Whisper, pour ceux qui ne savent pas. Whisper, en fait, c'est un modèle qui traduit, qui fait du NLP, en fait, qui traduit du son en langage, en texte. Donc, pour pouvoir écouter les audios, parce que je ne veux pas tout le temps taper, j'ai envie de faire juste des voice et que lui puisse comprendre ce que je fais, ce que je dis. Donc, du coup, là, j'ai changé avec lui par téléphone. Et là, il peut donc installer un skills qui permet de le faire ou bien tout simplement lui-même créer mon propre skills qui va permettre de le faire. Maintenant, le truc avec les skills, c'est que vous avez en gros des skills qui sont installables facilement comme ça, mais vous avez aussi des skills qui ont besoin en fait
de terminal. Donc, ça veut dire que c'est des skills où vous aurez besoin, par exemple, de donner un niveau de privilège élevé, un niveau de privilège de sudo, etc. Et c'est tout l'intérêt de ne pas installer OpenClaw sur son MacBook personnel parce que lorsque vous installez un skills, ben en fait, en gros, vous lui donnez un peu l'accès à votre PC. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est exactement à ce niveau. Parce que si vous installez un skills qui a été créé par quelqu'un qu'on ne connaît pas, vous trouvez un skills sur Internet et que vous lui donnez en fait un niveau de privilège assez élevé, donc là, il va prendre le contrôle de la machine. Donc, c'est ça vraiment le problème avec les skills. Donc, il y a des skills qui sont facilement installables, il y a des skills qui auront besoin que vous puissiez interagir aussi avec la ligne de commande. Donc, c'est pour ça qu'on va de temps en temps revenir quand même sur la ligne de commande. Il y a un truc qui est super important que j'ai envie de détailler justement dans cette vidéo avant qu'on aille beaucoup plus loin, notamment sur la partie des skills et notamment sur la problématique de sécurité. Lorsque vous allez avoir par exemple OpenClaw qui tourne sur votre Mac mini ou sur votre VPS, vous allez pour pouvoir travailler et bien sûr pour pouvoir automatiser. Donc supposons que je dois connecter un Google Drive. Vous allez éviter de connecter votre propre Google ou bien votre propre Gmail à, à un skills ou à OpenClaw, bref, peu importe ce que vous voulez. Donc, ce qui peut se passer, c'est du prompt injection. Ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez avoir une faille de sécurité qui va venir des prompt injection. Les prompt injection, en gros, c'est quoi? Si par exemple, je demande à OpenClaw de, par exemple, trier mes mails ou bien d'organiser ma messagerie, donc là, par exemple, quelqu'un pourrait, notamment via le skills que j'ai installé ou quoi que ce soit que j'ai fait, quelqu'un peut envoyer un mail et peut-être juste en bas dans la description du mail, il peut donner un prompt pour dire, par exemple, à l'IA de, par exemple, effectuer des tâches sur la machine ou bien d'aller copier un token et de lui renvoyer. En fait, c'est ce qu'on appelle des prompt injection. C'est-à-dire que la personne va le faire à votre insu, en fait. C'est le hacker, vous n'allez pas savoir. C'est-à-dire que dans les mails qui vont arriver, et lui, l'IA, lorsqu'il arrive et qu'il lit des mails et qu'il lit globalement le corps du message, il ne se rend pas compte, mais lorsqu'il va lire quelque chose qui va lui demander d'effectuer une action, c'est-à-dire que ce n'est pas un message en fait, c'est un prompt, il va aller effectuer cela sur votre PC. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas donner l'accès total à ces mails ou l'accès total de... Peu importe. C'est pour ça que déjà de base, vous avez vu, j'ai créé un compte iCloud pour ce travailleur IA. J'ai créé une adresse email pour ce travailleur IA. Donc, j'essaye vraiment de tout séparer. Et c'est exactement comme dans la vraie vie. Alors, parce que pour moi, en termes de sécurité, je me suis tout simplement dit, c'est quoi la meilleure façon de sécuriser ça en fait? C'est de tout simplement considérer l'IA comme vraiment son employé. Parce que c'est ce que moi je veux arriver à faire avec OpenClaw. Je veux qu'il soit mon employé. Je veux avoir plusieurs agents qui sont mes employés. Et comment je fais cela? Bah, si tu as un employé dans la vraie vie, tu lui crées une adresse professionnelle. Tu ne lui donnes pas accès à ta messagerie. Et qu'est-ce que tu fais donc derrière pour tous les travaux que j'ai besoin qu'il puisse traiter? Bah, en fait, je lui transfère tout simplement le mail. Ça veut dire que si moi j'ai mon mail perso et que je veux qu'il traite quelque chose ou bien qu'il organise, je mets en place une sorte de système qui va transférer moi mes mails et ce que je veux contrôler vers OpenClaw. Donc c'est ça la solution. Et maintenant, pour tout ce qui est peut-être organisation IA, de l'autre côté, je peux utiliser par exemple du Cloud Code ou du Cloud Code ou du Cloud Cowork pour organiser mes mails, mais ça c'est un autre débat. Mais vraiment, en ce qui concerne OpenClaw, l'idée ici, c'est vraiment de lui transférer à ce mail-là qui est vraiment dédié, qui est vraiment ce travailleur IA, intelligence artificielle de côté. Je lui transfère tout ce que je veux. Je l'isole vraiment de moi, mes comptes perso, de ce que je fais. Et c'est pareil pour les mots de passe, c'est pareil pour les tokens, c'est pareil pour le navigateur, bref, c'est pareil pour tout. Donc, il doit vraiment fonctionner avec ses propres comptes, ses propres devices, ses propres mots de passe. Donc, tout doit être récréé tel un réel employé physique, tel un humain dans la vraie vie physique, quoi, comme si j'avais vraiment un employé avec son mail pro, etc. Donc, ça permet que, même si je suis en train de faire un mail, je pourrais, par exemple, attacher son mail ou le mettre en copie, par exemple. Ça, c'est des petits exemples pour vous expliquer ce que moi, je trouve être la meilleure solution pour pouvoir utiliser OpenClaw. Voilà les amis, on arrive donc à la fin de cette formation. L'idée, c'était pas bien évidemment de vous montrer comment je crée un nouvel employé, sinon la vidéo allait faire 4 ou 5 heures. Mais déjà, il fallait démystifier ce que c'est que OpenClaw, comment l'installer de façon sécurisée.
je suis vraiment allé par toutes les étapes. Je vous ai montré tout ce que vous pourrez rencontrer dans l'installation vraiment du step by step. C'est très pédagogique aussi. Donc, je pense qu'à partir de maintenant, vous avez une idée plus claire, en tout cas ma communauté, de ce que c'est que OpenClaw. Et à partir de maintenant, vous pouvez savoir comment est-ce que vous pouvez utiliser ce genre de technologie. Ça peut déjà vous donner des idées en tout cas. Et je pense que dans les vidéos prochaines, futures, je vais m'appesantir sur des cas concrets d'utilisation, ce qui va être intéressant. Et comme ça, à chaque fois, pour ceux qui vont me poser la question comment mettre tout ça en place, je vais tout simplement leur envoyer vers cette première vidéo qui vous montre comment l'installer, comment le configurer, etc., etc. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si, bien évidemment, vous souhaitez travailler avec nous, Digital Expertise, n'hésitez pas à vous enregistrer sur le formulaire d'inscription. Nous sommes toujours en train de recruter constamment. Donc, si ça vous intéresse de travailler avec moi, voilà, n'hésitez pas. Et pour terminer, j'ai noté que 70% des gens qui regardaient mes vidéos de façon vraiment à fond n'étaient pas abonnés à la chaîne. Ça ne vous coûte rien, les amis. Abonnez-vous à la chaîne, ça aide la chaîne, ça m'aide aussi. Ça m'aide dans l'objectif de cette chaîne à grandir et vous produire plus de contenu de ce style-là. Donc, si vous voulez plus de contenu, plus d'outils intéressants, que je puisse inviter des gens aussi qui sont intéressants sur cette chaîne pour parler de ce genre de technologie. C'est vraiment ce grand nombre d'abonnés qui va motiver en fait les invités à venir sur ce type de chaîne pour pouvoir en fait partager l'expertise avec vous. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez. On se revoit pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. C'était le Yondev.